Le compresseur scroll s'appelle également le compresseur spiro-orbital. Le compresseur scroll comprend deux spirales, une spirale fixe et une spirale mobile. L'une est emboîtée dans l'autre. La spirale mobile suit un mouvement orbital grâce à un arbre positionné verticalement. On peut voir sous un angle différent la spirale mobile suivant un mouvement orbital par rapport à la partie fixe. Le déplacement de la spirale mobile crée une compression à partir de la périphérie vers le centre. La chambre d'aspiration se retrouve autour des deux spirales et le gaz s'échappe à partir d'un orifice situé au centre. En zoomant sur la spirale fixe et mobile, on peut voir l'effet de compression réalisé sur le fluide frigorigène. Le compresseur comprend également d'autres éléments aussi importants pour son bon fonctionnement, notamment l'huile de lubrification, située en partie basse dans le carter. Le moteur électrique composé du stator et du rotor a aussi un rôle important. Il permet d'assurer l'amener d'huile du carter vers les parties mobiles et fixes et assurer le mouvement orbital de la spirale. Nous commençons l'expertise avec le compresseur de la pompe à chaleur numéro 2. Je rappelle que le compresseur est de modèle ZP137KCE TFD 455. Des premières mesures de résistance d'enroulement sont réalisées avec un simple ohmmètre entre la terre et chaque borne de connexion du moteur. La valeur moyenne est de 67 ohms. Avait mesuré une résistance tendant vers l'infini. Enfin, pour terminer ces premières mesures, nous avons réalisé des mesures de résistance entre chaque borne du moteur. La mesure moyenne est de 1,4 ohm. On rappelle encore ici à mesurer une résistance entre chaque phase de 1,5 ohm. Pour mémoire, ce compresseur était celui qui faisait disjoncter donc l'armoire complète de la chaufferie. Afin de vérifier ces premières mesures et confirmer s'il y a défaut d'isolement ou non, il a été décidé d'envoyer ce compresseur dans la cellule essai de claquage. Le défaut d'isolement existe bien entre 500 et 1000 volts. En dessous de 500 volts, il a été impossible de le vérifier. De retour vers l'établi, nous procédons à la récupération de l'huile de lubrification. Le compresseur est couché sur l'établi. Une perceuse est utilisée pour faire un trou sur le carter afin de récupérer l'huile de lubrification. Le volume d'huile récupéré est de 2,4 litres, sachant que la charge initiale était de 3,250 litres et que la quantité d'huile nécessaire au fonctionnement est de 3,13 litres. Un test d'acidité de l'huile est effectué et il s'avère négatif. Le compresseur est déplacé à proximité de l'extérieur. À l'aide d'une visqueuse, il est découpé sur la partie horizontale supérieure. La découpe de la calotte supérieure du compresseur nécessite plusieurs déplacements de celui-ci de manière à pouvoir l'enlever assez facilement. La partie supérieure découpée et déposée du compresseur permet de constater que la spirale fixe est cassée. Cette partie est située sur la périphérie de la spirale. Nous poursuivons la découpe, mais cette fois-ci de manière longitudinale du compresseur, ce qui permettra de déposer assez aisément la partie électrique et mécanique du compresseur. Suite à la dépose d'une première partie de la carrosserie du compresseur, on peut constater un élément solide pouvant appartenir aussi bien à la partie statique
que mobile. Spirale. En déposant la deuxième partie de la carrosserie du compresseur, on peut voir au moins 3 bouts de spirale. De retour à l'établi, nous commençons à démonter la partie supérieure du compresseur à l'aide d'une visseuse pneumatique. La spirale fixe est tout d'abord déposée, qui permet d'avoir une vue sur les deux spirales, et on voit littéralement les deux spirales exploser. En zoomant sur la partie mobile, on peut constater un bout de spirale fixe carrément collé sur un bout de spirale mobile sur la partie supérieure. On peut voir que sur la spirale fixe, il ne reste pratiquement plus rien. On constate également que l'orifice de refoulement est grignoté en partie sur sa périphérie. Nous poursuivons donc la dépose de la partie mobile du compresseur. Nous vérifions s'il existe des traces d'échauffement qui pourraient expliquer des problèmes de lubrification. L'ensemble des éléments sont contrôlés, toujours sur le même principe, vérifier s'il existe des traces d'échauffement. Nous arrivons sur la partie mobile, celle-ci sera déposée. Nous arrivons sur la partie électrique, donc la partie stator et la partie rotor. Des difficultés se présentent puisqu'il existe encore un certain magnétisme entre le rotor et le stator, et qu'il va être nécessaire de le poser au sol et de le tirer vers le haut pour débloquer cet effet de magnétisme. Le moteur électrique est posé sur l'établi, aussi bien la partie statorique que la partie rotorique. Sans oublier le carter du compresseur. Vérifie si le passage de l'huile de lubrification n'est pas obstrué entre le carter et le débouché au niveau des spirales. Celui-ci ne présente aucune obstruction. Il est vérifié par plusieurs personnes. Allié au niveau du carter d'huile est également sculpté. Il ne présente aucune érosion, échauffement, rayure lié à un défaut de lubrification. Pour les autres éléments du compresseur, le moteur électrique a été ausculté. Nous avons pu constater une partie métallique issue d'une des spirales coincée entre le stator et une partie métallique du stator, ce qui a généré des disjonctions systématiques et le défaut d'isolement. On peut constater les nombreux bouts de métal retrouvés dans le carter d'huile, issus de la spirale fixe ou de la spirale mobile. Sommairement, on peut conclure qu'il existe un défaut d'huile. L'acidité de l'huile est acceptable. Il existe bien un défaut d'isolement de type court-circuit franc, Faster.
qu'aucune obstruction du passage de l'huile n'est présente depuis le carter vers les spirales. Une trace de rayure évidente sur les spirales ou le palier d'admission. Enfin, compte tenu de l'absence évidente d'échauffement des spirales, de l'absence de marque en lien avec un défaut d'huile, il est évident que le compresseur a subi de nombreux coups de liquide pour retrouver un aussi grand nombre de fragments métalliques des spirales. Après l'expertise du compresseur numéro 2, nous abordons maintenant le compresseur numéro 3. Celui-ci est couché sur l'établi afin de récupérer l'huile de lubrification. Un trou est réalisé sur le carter afin de récupérer cette huile. Comme le compresseur numéro 2, l'huile est récupérée et on peut constater une quantité d'huile récupérée de 1,050 litres. Un test d'acidité est effectué et il s'avère négatif. La solution du test indique une couleur bleue qui permet d'indiquer que l'acidité de l'huile ne présente aucune anomalie. Toujours avec un simple multimètre, des mesures de résistance ont été effectuées entre chaque phase et la terre. Celles-ci se sont avérées tendant vers l'infini, donc un isolement. Les résistances entre chaque borne de phase du moteur sont de 1,5 ohm. Il existe bien une continuité pour chaque enroulement. Comme le compresseur numéro 2, ce compresseur a été envoyé dans la cellule essai de claquage. La résistance mesurée entre chaque phase du moteur est de 1,3 ohm. Sous l'impulsion d'une tension de 3000 volts, la résistance entre la terre et chaque phase tend vers l'infini. Comme le compresseur numéro 2, le compresseur numéro 3 est découpé à l'horizontale au niveau de la calotte supérieure du compresseur. Aucune anomalie visible n'a été constatée lors de la dépose de la calotte supérieure du compresseur. Nous procédons à la phase terminale du découpage du compresseur sur la partie verticale. Toujours en deux parties, de manière à pouvoir aisément déposer la partie électromécanique interne du compresseur. Après avoir déposé une première partie verticale du compresseur, aucune anomalie n'a été constatée. Enfin, après avoir déposé la deuxième partie de la carrosserie du compresseur, nous ne constatons aucune anomalie visible. Nous retournons vers l'établi afin de démonter la partie intérieure du compresseur, toujours avec l'aide de la visseuse dévisseuse pneumatique. Nous pouvons démonter assez facilement la partie statique du compresseur, c'est-à-dire la partie spirale fixe. Comme le compresseur numéro 2, la spirale fixe a littéralement explosé. Seulement 10% de la spirale est encore présente. Une partie de la spirale fixe est restée dans la spirale mobile lorsqu'elle était déposée. On peut voir sous différents angles les différents fragments de la partie mobile et la partie fixe des deux spirales.
Nous poursuivons le démontage de la partie fixe de manière à pouvoir accéder à la partie électrique du compresseur, c'est-à-dire le rotor et le stator, et aussi accéder au palier d'admission de lubrification. Nous rencontrons les mêmes difficultés que le compresseur numéro 2 à cause de l'effet magnétique encore présent entre le stator et le rotor. Une fois séparés, ces éléments sont posés sur l'établi de manière à être sculptés. Le passage de l'huile de lubrification depuis le carter jusqu'à la spirale est vérifié. Aucune anomalie n'est constatée. Toujours comme le compresseur numéro 2, on va retrouver les nombreux éléments des spirales mobiles et fixes dans le carter. Celles-ci sont imbibées d'huile. Une trace de rayure significative a été constatée sur le palier d'admission au niveau du carter d'huile. De nouvelles vérifications sont effectuées sur l'arbre de transmission d'huile. Aucune anomalie n'a été constatée. La partie mobile du moteur, le rotor, tourne sans difficulté. Le stator est vérifié également au niveau des connectiques. Aucune anomalie, aucun défaut n'est présent sur la partie électrique. On peut conclure que le volume d'huile récupérée de 1,50 litres est insuffisant par rapport aux prescriptions du fabricant, qu'aucune présence d'échauffement n'a pu être constatée sur les spirales fixes et mobiles, qu'on a pu constater également qu'il existait une rayure sur le palier d'admission d'huile du carter, que l'équipement électrique composé du stator et du rotor sont en bon état, et surtout que les spirales retrouvées ont été essentiellement fragmentées en nombreuses parties.